Bonjour tout le monde, bienvenue cette semaine au 6e épisode du podcast L'État financier. Cette semaine, encore une fois, je suis en compagnie de mon collègue habituel Gabriel, mais également d'un invité spécial. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast, dans le 6e épisode. On est en compagnie de notre invité que vous connaissez peut-être déjà, notre cher Thomas. Salut Thomas! Hey, salut les boys, merci de me réinviter une seconde fois au podcast, ça fait plaisir. Donc, encore une fois, on est peu original, mais je crois qu'on a quand même des beaux sujets cette semaine. Donc, on maintient nos deux sujets habituels, nos deux segments classiques, c'est-à-dire au son de la cloche et dans vos poches. Au son de la cloche cette semaine, là, on va, plutôt que de parler de la crise de 2020, le fameux COVID, on s'est dit on va retourner en arrière. Pourquoi pas parler de 2008? Peut être quand même une période intéressante. Et je vais laisser mon cher collègue Gab et surtout Thomas parler de la deuxième partie qu'on va faire au niveau de Dans vos poches. Oui, on va vous faire cette semaine un espèce d'épisode un peu consacré à toutes sortes d'arnaques qui peuvent exister effectivement en fait plus généralement dans le milieu financier. Là, c'est notre cher Thomas qui a eu l'idée un peu de ce sujet-là. Alors ça va nous faire plaisir de pouvoir vous présenter tout ça. Ce que je vous propose, évidemment, on n'oublie pas, évidemment, avant qu'on commence, on peut faire la petite mise en garde, comme on fait comme d'habitude. N'oubliez pas que ce qu'on parle aujourd'hui, il s'agit vraiment de nos opinions personnelles en tant que personne. Enfin, en tout cas, c'est vraiment notre opinion personnelle, mais c'est pas une opinion professionnelle. Si vous souhaitez avoir une recommandation officielle ou plus quelque chose de personnalisé à votre situation, moi je vous recommande de prendre contact, moi et JP de toute façon, contact avec un expert compétent dans le domaine de votre choix. Exact. Donc lançons ça en force avec notre premier segment, donc au son de la cloche. Parfait. Donc cette semaine, encore une fois, on dit à chaque podcast là, d'ailleurs, là, on va aborder plus un sujet qui nous intéresse là, à nous trois plutôt que de parler d'une petite revue des marchés cette semaine. Ce qu'on peut mentionner encore une fois cette semaine, je crois qu'on peut le partager. Là, on n'en fera pas un sujet, on en reparlera peut-être plus tard. Mais officiellement, les États-Unis d'Amérique sont tombés dans une période de récession économique. Eh oui, c'était moins combien? Moins 32% sur l'année. Je pense que c'est inégalé, à part dans la crise des années 30, là, mais incroyable. Belle performance à Donald. Là, effectivement. Donc les élections qui s'en viennent, on en reparlera comme on l'a dit, mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est revenir dans le temps, parler de ce qui s'est passé il y a plus d'une décennie, là, et aborder un peu la crise financière de 2008. Vous expliquer ça de manière sommaire. Encore une fois, on ne veut pas embarquer dans les détails, on ne veut pas non plus vous mélanger avec des concepts qui, on le rappellera, était une crise qui était à forte connotation américaine, et donc les concepts sont également fortement anglophones et anglicisés, là, donc au niveau francophone, c'est un petit peu plus dur. Je vais laisser Gab peut-être amorcer un petit peu là, avec une petite introduction de ce qui s'est passé là, au niveau du début de ce qui s'est passé en crise lors de 2008. Vous avez dû probablement entendre qu'effectivement, la crise de 2008, elle est surnommée la crise des subprimes. Alors les subprimes, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Un subprime, c'est un prêt immobilier en fait à haut risque. En gros, c'est ça le concept. C'est que c'est un prêt en gros que la banque vous fait. Vous repayez évidemment avec vos mensualités régulières le montant que vous avez emprunté. Mais comment dire, dans un subprime, la grosse différence, c'est que les emprunteurs en fait sont des gens avec un dossier pas beau. En gros, c'est ça qu'il faut. C'est ça le principe en fait d'un subprime. Donc le taux d'intérêt est souvent plus élevé, évidemment, parce que votre risque est plus élevé. Et comment dire, ce genre de prêt avait des modalités de paiement un peu atypiques. Donc souvent, on payait que les intérêts pendant une certaine période, puis après on commençait effectivement par rembourser les intérêts qu'on doit tous les mois, puis aussi après évidemment le capital qu'on a emprunté. Donc ce sont des prêts, on va dire, à haut risque, puis comment dire, qui étaient assez courants en fait à cette époque-là, donc sans preuve de revenus, etc. Gabriel, tu viens de dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Un prêt à haut risque, mais quelque chose d'assez courant. Et c'est là la clé du problème en fait. Lorsqu'on a un produit financier de n'importe quelle sorte à haut risque, il va pas avoir beaucoup de preneurs normalement. Parce que c'est à haut risque, donc tu as beaucoup de risques de perdre ton argent. Mais la particularité de ce produit-là, c'est qu'il était très courant. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas à l'époque que c'était en fait un produit à haut risque. Et juste pour renchérir sur ce que JP a dit, un autre point hyper intéressant, on parle d'une crise américaine. Mais pourquoi est-ce que ça s'est fait sentir dans le monde? En fait, parce que ce produit typiquement américain-là, à haut risque,
et très courant, était rendu dans toutes les banques mondiales, partout dans le monde. Donc, puis là, ça, on va y venir, lorsque ce produit a finalement chuté du nez, ben, toutes les banques qui en avaient acheté ont chuté elles aussi. Il faut se souvenir, effectivement, quand une banque vous fait un prêt, elle garantit le remboursement du prêt par la propriété, en fait. T'sais, vous ne payez pas, la banque va saisir votre maison. C'est un peu le concept, en fait, derrière ça. Donc, ça, c'est une façon de se protéger. Mais le risque, en fait, ce qui se passait, en fait, en 2008, c'est qu'il y a une espèce de bulle, en fait, finalement, immobilière. Les gens achetaient, des gens qui n'avaient pas la capacité de repayer, qui achetaient, enfin, qui prenaient des dettes complètement hallucinantes, en fait, sans preuve de revenus, parce que souvent, ce genre de courtier un peu scrupuleux, là, les gens qui leur vendaient les prêts, étaient commissionnés énormément là-dessus. Puis, comment dire, en gros, on vendait le rêve américain, en fait, d'acheter sa maison. Et c'est vrai que ça a fait un effet boule de neige, en fait. Une fois que les prix augmentaient, les gens n'arrêtaient pas d'acheter. Puis, le moment est arrivé, à un moment donné, je pense que JP, tu vas pouvoir nous en parler, que la bulle a malheureusement éclaté, en fait, au niveau plus de l'immobilier aux États-Unis. Effectivement, donc, on l'a mentionné, là, l'immobilier était un petit peu un fondement de l'économie américaine. C'était un grand fleuron. Là. On disait souvent que, on utilise l'expression brick and mortar, là, le fait que de la terre c'est de la terre, de la brique c'est de la brique, c'est du solide, c'est de la pierre, ça perdra jamais en valeur, ça peut que monter. Exactement, donc c'était un petit peu ça la mentalité américaine, c'était le fait que ça allait monter, ça allait jamais baisser. Et qu'est-ce qui est arrivé officiellement? Eh bien, les fameux détenteurs d'hypothèques, là, qui peuvent être vous et moi ou n'importe qui dans votre famille, on commençait à avoir des problèmes pour payer, parce que comme on l'a mentionné, c'était très facile d'avoir un prêt, mais c'était également très facile de ne pas avoir la liquidité pour le payer si on n'a pas validé ce que j'ai comme revenu. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je vais laisser Thomas en parler plus, là, mais c'est sûr que on a vu beaucoup de prêts qui ont commencé à être moins performants, à avoir des délais de paiement. Là. Le monde ne pouvait plus payer. Non, c'est ça, 2008, c'est la chute du marché immobilier, pour toutes sortes de raisons. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec 2008, c'est justement cette nouvelle vue sur qu'est-ce que l'immobilier. Je ne sais pas si c'est selon vous, l'auditoire où vous êtes, je ne sais pas comment c'est, mais ici au Québec, l'immobilier, ça a toujours été vu comme le plus bel investissement que tu peux faire, et souvent le seul investissement que tu peux faire pour le particulier québécois. Si je regarde la génération de mes parents, eux, tout le monde investit que dans l'immobilier et ils savent pas comment acheter une action sur les marchés. C'est correct. Mais 2008 nous a vraiment apporté la vue. En fait, l'immobilier, ça peut tomber comme n'importe quelle action de compagnie. Ça peut, entre guillemets, faire faillite. Et c'est la leçon, en fait. Parce que j'allais dire belle leçon. Il n'y a pas beaucoup de choses belles avec 2008. Mais il y a beaucoup d'apprentissage avec 2008 et un de ces apprentissages-là, c'est que l'immobilier peut chuter. Exact. Puis il y a un concept aussi qui est assez courant aussi en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, c'est le concept de refinancement en fait. Ce qui se passait souvent avec les subprimes, c'est que les gens en fait, comme je vous l'ai indiqué, pendant une certaine période, traditionnellement 6 à 1 an, ils ne faisaient que repayer les intérêts. Donc ça, les gens étaient capables de repayer juste, par exemple, je sais pas quoi, $800 par mois, alors que madame travaille caissière chez McDo, là. Elle était capable de repayer son $800 par mois, mais c'était juste les intérêts de son prêt. Alors, au bout d'un certain moment, c'est sûr que la banque, elle va commencer à lui réclamer le paiement de son capital, donc c'est-à-dire le montant qu'elle a emprunté, plus ses intérêts. Sa mensualité est double, voire est triple. Elle se retrouve avec un paiement de, allez, on va arrondir $1 800, ce qui représente 80% de son revenu. Puis alors, ce qui se passe dans ce genre de cas, la banque va lui offrir deux options. En tout cas, le vendeur de prêt immobilier va lui proposer 2 options. Soit tu continues ton contrat tel quel, soit tu refinances. C'est-à-dire que tu transfères ton prêt vers un nouveau prêt avec pareil du paiement d'intérêt. Puis si l'immobilier augmente, t'es gagnant. Parce que finalement, t'as pas déboursé le moindre argent pour payer ta maison. Puis au moins, tu n'as fait que payer des intérêts. Tu viens de créer ce qu'on appelle de l'effet de levier en fait. Et c'était très courant en 2008. Puis ça créait en fait gangrénait en fait le fait de rallonger le repaiement de sa dette. Les gens repayaient de la dette avec de la dette, etc. Ce qui faisait que les courtiers étaient bien contents, ils faisaient beaucoup d'argent, mais je pense que les emprunteurs, du coup, ils se retrouvaient dans des situations très compliquées à cette époque-là. Gab, je pense que tu as apporté une vue, c'est extrêmement clair la façon que tu l'as dit. Puis là où la récession arrive vraiment,
Puis pour faire ça très simple, c'est qu'en fait, ce produit que Gabriel vient d'expliquer, ben là, nos copains de Wall Street, eux, fins comme ils sont, ils créent un nouveau produit financier avec ça. Ils mettent tout ça ensemble. Puis là, je veux pas m'étaler sur le sujet, mais tous ces prêts hypothécaires à haut risque, ils mettent ça comme dans une boîte, puis là, ils proposent de le vendre à toutes les banques un peu partout dans le monde. Puis, en discutant avec leurs copains de S&P et Moody's, ils leur disent « c'est du prêt hypothécaire, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, c'est du prêt hypothécaire. Jamais que l'immobilier chute, c'est toujours bon. » Donc, leurs copains à S&P et Moody's, ça, c'est des agences de notation. Ils donnent des cotes sur les produits. Donc, ils disent Surtout sur la dette, effectivement, ça c'est du Buff Angus 3A, let's go. Ça, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Qualité, ouais. Donc, évidemment, là, il y a de la confiance. Ces agences-là, ils disent que c'est bon. Les banques dans le monde en achètent, c'est bon. C'est de l'hypothèque. Il n'y a pas de risque de perdre, il y a des collatérales. Si jamais ça tombe, il y a la maison. Ben, tout le monde en achète. Et c'est ainsi que tout le marché financier mondial est pollué de ce produit. Effectivement. C'est parce que c'est devenu une tendance. Là. Tout le monde s'arrachait ces produits-là. C'était vraiment un instrument financier que tout le monde voulait. C'était performant. Ça marchait hyper bien. Ce qui est arrivé, par contre, et c'est un petit peu... On parle souvent, comme on l'a dit, on l'a introduit au début, là, ça inclut tout le monde à terme, là, dans la crise systémique, là, mais à la base, on parlait des États-Unis. Et ce qui s'est parlé, Thomas l'a très bien dit, là, les fameux copains de Wall Street, on avait une énorme institution, là, une des institutions classiques en termes de banque d'investissement, Lehman Brothers, qui du jour au lendemain, à cause de ses expositions, à cause de tous ces produits-là qu'elle détenait, mais qui, soudainement, avec les faillites, ça valait plus rien, ces produits-là, soudainement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y avait tellement d'actifs qu'ils avaient là-dedans, ça valait tellement plus rien que, compagnie listée, on voit que ça va mal, les résultats, ça plante de partout, les actifs fondent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lehman Brothers a déclaré faillite. On a parlé la semaine passée, le fameux Chapter 11. Lehman Brothers a décidé de dire, ben, on peut plus, on n'a pas la capacité de payer, on n'a plus la liquidité, ça fonctionne plus. Chute sur Wall Street d'un des géants de ce monde en termes financiers aux États-Unis. Puis ça crée un effet boule de neige, c'est ça le gros problème. C'est aux États-Unis, on a parlé souvent du terme too big to fail, ça veut dire trop gros pour s'effondrer. Puis ça, Lehman Brothers, quand elle s'est effondrée, en fait, il y a plein de banques aussi qui étaient dans la même situation, qui se sont retrouvées dans des situations très complexes. Il y a eu la fameuse Bear Stearns qui a été sauvée. Moi, je sais qu'il y a eu Merrill Lynch, qui est une grande société de courtage américaine qui a été rachetée par la Bank of America à l'époque. Et c'était donc en quelques jours, le système financier s'effondrait en fait. Le gouvernement américain évidemment a mis, comme à chaque fois dans n'importe quelle crise, c'est les payeurs, c'est tous les les contribuables, j'ai perdu le terme, pardon, qui ont payé la dette, de Bear Stearns et de Bank of America. Exact, c'est un peu ça qui est arrivé. C'était Obama qui était au pouvoir à ce moment-là, et puis le fait que cette crise-là a commencé directement dans le système financier, là, c'était pas les compagnies des détaillants qui étaient affectés, c'était les banques même qui étaient affectées, c'était les liquidités, c'était la capacité des banques de faire leur travail de banque qui entraînait ce problème-là. Et qu'est-ce que Obama a dû faire? Obama a réagi de manière drastique, et c'est un petit peu, ça nous amène à laisser Thomas rajouter un certain point, là, mais ça a été sans précédent ce qui s'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a été sans précédent l'aide que les banques ont reçue, mais en même temps, on parle d'une banque ici, là. Juste pour vous mettre en contexte, une banque qui fait faillite, ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, toutes leurs économies, investies dans cette banque-là, tout à coup, ça s'est envolé. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas laisser tomber une banque. Donc, l'aide fédérale du gouvernement américain a été sans précédent, mais avait pas le choix. C'est leurs banques qui sont en train de tomber. Puis juste pour vous mettre un petit peu en contexte, parce que, c'est un podcast francophone, donc la majorité des pays francophones, du moins pour ce que je connais, nos systèmes financiers sont plutôt réglementés. Au Canada, on a 6 grandes banques à charte avec quelques institutions financières au travers. C'est très réglementé. Aux États-Unis, il y a... Ouvrir une banque, Dieu, là... on pourrait en faire une aujourd'hui. Vous et moi, demain matin, on s'en va aux États-Unis, on peut enregistrer une banque comme n'importe quelle compagnie. Donc, il y a à peu près comme... Puis là, je sors un chiffre de mémoire, ça fait longtemps que j'ai étudié le sujet, mais comme 400 banques qui ont fait faillite pendant la crise de 2008. On est loin d'avoir 400 banques au Canada, puis je suis sûr que c'est pareil où vous êtes.
Mais c'est juste pour vous mettre un peu en contexte. Puis là, tout à coup, c'est l'argent des payeurs, là, des citoyens qui s'envolent dans ces faillites-là. Donc, on n'a pas le choix. Il faut aider. De façon générale, en fait, ce qui était un peu terrible avec la crise de 2008, je trouve que ce sont des leçons quand même qui sont à retenir aussi pour l'avenir. C'est que de façon générale, en fait, ce qui s'est passé en plus, c'est que c'était vraiment un effet boule de neige, en fait. D'abord, en fait, les gens qui achetaient leur maison, en fait, quand tu vois effectivement que dans la rue, comme tout le monde fait faillite, effectivement, les prix de l'immobilier se sont mis à dégringoler. Donc, les gens qui étaient honnêtes, entre guillemets, puis qui ont payé cher leur maison, ont vu leurs économies, en fait, leur valeur nette, entre guillemets, s'effondrer. Dans ce genre de cas, ce qui se passait souvent, c'est qu'en plus, les gens remettaient leurs clés à la banque, en fait. Ils disaient, moi, je ne vais pas repayer un prêt de 600 000, alors que ma maison n'en vaut même pas 200. Et donc ça, c'est un peu, ça crée un effet de boule de neige. Autre effet, c'est que souvent les dépôts, donc quand vous ouvrez un compte bancaire aux États-Unis, ils sont garantis par le gouvernement américain. Donc on appelle ça la FDIC, c'est la Federal Deposit Insurance Corporation, pour le petit acronyme. Et ça faisait qu'en gros, le gouvernement américain, il se retrouvait à pas avoir le choix de repayer les dépôts des banques qui avaient spéculé. Alors ça, évidemment, on en reparlera peut-être dans un autre épisode parce que c'est extrêmement complet. Il y a eu le fameux Dodd-Frank Act qui a été signé en fait après la crise de 2008, puis qui a amené énormément de changements en fait de comment les banques séparent en fait leurs activités de dépôt et de crédit, puis les activités de spéculation qui étaient utilisées avec ces fameux produits titrisés dont on vous a parlé précédemment. Exactement. C'est un peu de réglementation. On en parlait la semaine passée d'un autre grand événement qui avait amené à une réglementation majeure avec le Sarbanes-Oxley et Enron là, au début des années 2000. 2008 a amené également, et 2008-2009 techniquement a amené aussi beaucoup de certaines améliorations de la réglementation. Puis on le rappelle, on l'a dit plusieurs fois, aux États-Unis principalement, parce que plusieurs pays qui ont été touchés de manière un petit peu moins intense que les États-Unis avaient déjà une réglementation un petit peu plus élevée que ce qui se passait aux États-Unis même. En tout cas, j'ai trouvé que c'était effectivement un bon résumé en fait de la crise des subprimes. Je vous remercie, messieurs. C'est sûr qu'on n'a pas abordé non plus des contextes, en tout cas des concepts un peu plus avancés. Peut-être qu'on regardera, JP, si tu le souhaites, entre nous deux, des concepts un peu plus complexes. Par exemple, ce qu'on s'est parlé avec la titrisation. Je pense qu'un bon résumé, si vous souhaitez commencer un peu votre étude de la crise financière de 2008, c'est d'écouter le fameux film The Big Short. Il est disponible. Absolument. Littéralement, c'est mon film préféré, je crois. J'ai dû écouter ce film au moins 10 fois, dont la semaine passée. Là. Je dois être à 2, là, mais en tout cas, c'est sûr que pour les amateurs de finance, c'est quand même un peu un saint graal. Hein. Il y a certaines scènes qui sont mémorables. Là, par exemple, quand ils arrivent en Floride, si je me souviens bien, là, puis ils voient que c'est des petites mamas là, qui n'ont malheureusement pas les sous pour pouvoir payer. Des rues vides complètement, parce que le monde ne pouvait plus payer. Mais The Big Short, excellent film, encore une fois, on vous le recommande. On vous le recommande très fortement, puis c'est sûr qu'on en tout cas, on a déjà... On en parlera plus. La crise de 2008 est un grand sujet, on voulait l'aborder un petit peu aujourd'hui, mais on va poursuivre dans un autre podcast. Parfait. Donc on peut passer désormais à la deuxième partie, qui est la partie dans vos poches. Parfait. Donc, effectivement, notre sujet pour Dans vos poches cette semaine, je vais vous dire un dicton, puis je vais passer la balle vers Gab et Thomas directement après. On a hâte de vous présenter ça. On va vous parler de devenir riche rapidement. On en avait déjà survolé un peu, là, tu sais, je crois dans le deuxième épisode, si je me souviens bien, là, de pas tomber dans les arnaques. Mais aujourd'hui, ça va être plus un espèce de sommaire là, des différentes escroqueries. C'est notre cher Thomas qui a eu l'idée là, de cette section-là, là. Si tu souhaites, Thomas, tu peux commencer là, si ça t'intéresse. Écoute, moi c'est un sujet qui me passionne parce que ça m'est arrivé, puis j'y ai cru, moi, à ce Get Rich Quickly, là, j'y ai vraiment cru. Je devais avoir... j'étais au cégep pour les Québécois qui nous écoutent. Puis j'ai un ami, un jour, il me dit « Hey, viens-t'en chez moi, là. » Tu sais, il me vend ça un peu à... Il vire les coins ronds, je comprends pas trop, je m'en vais là. Puis là, tout à coup, il y a un gars qui arrive dans son... Mercedes, c'est tellement typique de ça.
Mais non, c'est un Cadillac Escalade, grosse voiture américaine, là, gros VUS. Là. Ouais, c'est la voiture du président des États-Unis, si vous voyez pas. Mais la différence avec une plaque louée. Ouais, mais ça, quand t'as à peu près 17 ans, tu le sais pas, tu fais pas la différence. Tu vois F, tu dis c'est sa compagnie à lui, wow. Ça, c'est les plaques au Québec de compagnie sont F, c'est pour ça. Donc moi je m'assis là, puis là le gars tout à coup il nous met à se vendre il vend son idée là c'est un nouveau site internet, ça va être un genre de Groupon, mais là c'est sur le point d'être lancé, puis là c'est le temps d'embarquer parce que là si t'embarques puis que t'embarques des gens avec toi, puis là ceux qui ont déjà eu une expérience, il me dit, là, vous vous dites tous, t'es donc ben idiot d'avoir pensé. Mais j'ai 17 ans, moi, à l'époque, puis je vois des billets là, dans mes yeux. Là. Je me dis, waouh, lui, ça va révolutionner tout ça. Là. Donc, finalement, moi, j'ai cru, juste pour faire court, là, j'y ai cru, puis là, j'arrive avec mes parents, puis je leur dis, là, je vais faire ça, blablabla. Finalement, je le fais pas. J'ai été très chanceux finalement d'être bien aiguillé par mes parents parce que j'ai pas mis mon argent là-dedans. J'ai des amis qui ont mis leur argent là-dedans et vous l'avez deviné, ils ont tout perdu. En fait, ça, ce mécanisme-là, on l'a survolé la dernière fois, on se souvient. C'est ce qu'on appelle le système pyramidal en fait. C'est que la personne qui est au-dessus de vous, en fait, c'est un système de référence en fait. Votre job est de pitcher un produit en fait qui n'a aucun intérêt, où il n'y a aucune valeur économique ajoutée. Puis le but, c'est juste de vous faire miroiter que vous allez gagner de l'argent en recrutant d'autres personnes, en vendant un espèce de package qui, lui, en fait, est le vrai produit, en fait. Puis plus vous avancez dans la pyramide, plus il faut de personnes, en fait, pour recruter, et plus ça devient difficile de vendre votre package. Et vous avez perdu votre mise de départ dans l'affaire, là. Oui, puis en fait, le package que tu vends, tout le long, c'est bidon. Là, est-ce que tu es vraiment là pour vendre le package? Ou pour embarquer d'autres personnes? Je pense que la question est vite répondue. Non. Ce que tu veux, c'est embarquer des gens en dessous de toi pour effectivement vendre le package. T'embarques des gens qui, eux, vont embarquer des gens. Et d'étage en étage, on crée un peu ce qu'on appelle une pyramide. Et la pyramide nous rappelle exactement ce que Gab et Thomas nous ont introduit, là. Un schéma qui, une fois qu'il y a un des blocs qui tombe, tout le reste tombe. Un riche en haut qui se fait de l'argent et plein de petits gens qui perdent la leur. Et si le riche en haut a eu le temps de quitter assez vite, il se trouve un autre compte Instagram puis il repasse en force. Ouais, c'est comme n'importe quelle pyramide de Ponzi en fait. Souvent les Ponzi, les systèmes pyramidales, le marketing de réseau, je crois maintenant on appelle ça aussi comme ça. Tout ça, c'est du flan en fait. Et il faut que vous soyez bien conscient, vous qui nous écoutez, que on ne peut pas devenir riche avec ça, à moins que vous soyez à la tête de la pyramide. Et si tel est le cas, ce que vous faites fondamentalement, c'est illégal. Je ne vous respecte pas si vous êtes à la tête d'une pyramide. Non, il y a ça. Et si vous avez un certain talent à être à la tête, vous allez avoir des organismes réglementaires qui vont être sur votre dos. Si vous êtes assez petit pour vous sauver, peut-être, mais si vous devenez quand même assez bon dans votre travail de tête d'un néant complet avec beaucoup d'individus, vous pourriez effectivement avoir des belles poursuites sur votre dos. Donc, nous, aujourd'hui, c'est un petit peu un méfiez-vous. Thomas l'a mentionné, puis Thomas en a fait presque partie, a été un petit peu soumis à ça. Gab et moi, encore une fois, on voit plusieurs publicités. Gab a un excellent exemple également qu'on a abordé très brièvement dans un podcast précédent. C'était quelque chose d'assez problématique. Un autre point qu'on peut aborder, au-delà de vendre un service qu'on s'en fout un peu en bons termes. Là. Donc les Ponzi, en fait. Exact. Il y a également la logique des formations. Ceux qui se disent grands pros du trading qui peuvent vous faire changer votre vie et que soudainement vous pourriez vous ramasser avec des milliers et des milliers de dollars avec un investissement de 10 $. Thomas a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah oui. Ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur également parce que je sais pas pourquoi, mais mes publicités YouTube en sont polluées. Puis heureusement, moi j'ai une éducation en finance. Donc je comprends tout de suite que c'est de la merde, en fait, ces publicités-là. Mais en fait, c'est hyper alléchant pour des gens qui ont une éducation financière moins poussée, qui n'ont pas fait des études là-dedans. Et j'ai même... Puis Gabriel, tu vas savoir de qui on parle ici. On a même un ami qui était très susceptible à ce genre d'approche. Et ce qu'on vous parle, c'est des packages de formation, de trading, d'investissement. Tu sais, la fameuse publicité là, que vous allez rencontrer.
Oubliez tout ce qu'on... Tu sais, les comptes épargne, puis tout ça, ce qu'on vous a... Les vrais, ils transigent des options à la bourse. Puis là, ils vous vendent un livre là, pour comment transiger des options. Et puis il faut rappeler aussi, des options sont des produits dérivés. Donc ce sont des produits quand même qui sont dans les organismes réglementaires. En fait, quand vous ouvrez un compte de courtage, par exemple dans un pays entre guillemets réglementé, pour transiger ce genre de produit, vous devez être éligible en fait. Parce que ce sont des produits quand même très risqués en fait, si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous, messieurs, avez-vous déjà transigé une option de votre vie? Non. Bah moi je vais dire non aussi. J'ai envie de... Non, juste en simulation. Et pourquoi en simulation? Parce que ce n'était pas ma vraie argent. Exact. Parce que c'est très risqué les options en fait. Ce sont des produits qui sont utilisés quand même par des grandes banques, ce sont des produits entre guillemets efficaces, mais il faut que vous soyez un investisseur averti. Exactement. En fait, la fameuse option et tous les produits dérivés, là, donc produits dérivés, c'est vraiment un thème là, qui englobe toutes sortes de produits. C'est des produits extrêmement utiles, mais pour des grandes institutions qui font de la couverture de risque. Et là, pour juste faire un lien avec le premier sujet, la gestion de risque qui est apparue à la suite de 2008 par les grandes institutions. Effectivement. Voilà. Qui est devenu pertinent selon la réglementation. Les produits dérivés, puis là, je ne veux même pas embarquer sur c'est quoi un produit dérivé, c'est utilisé pour faire principalement la gestion de risque. Couvrir des positions qu'on a, et je m'arrête là. Et lorsqu'on essaye de vous faire croire que vous allez devenir riche grâce à ces produits-là, c'est totalement faux. Le produit a un but précisément destiné, là. Et donc, c'est très important de comprendre c'est quoi ce but-là. En fait, pour moi, puis les gars, vous me dites ce que vous en pensez, ma règle numéro 1 en investissement, c'est j'investis mon argent dans ce que je comprends. Absolument. Je pense qu'on peut pas être plus d'accord, là. C'est sûr que surtout dans les options qui sont vraiment des produits quand même avec certains risques, encore une fois pour le petit porteur, faut pas vous laisser miroiter là-dessus. Sachez dans quoi vous investissez. Et je pense pas. Puis moi je pense que vraiment il faut vous souvenir de soi. Pourquoi le gars irait vous vendre sa recette miracle, la clé d'or des marchés financiers? La clé d'or des marchés financiers. Puis même les plus grands investisseurs de ce monde n'ont pas réussi à trouver cette clé-là. Est-ce que vous pensez réellement que JP Morgan s'est dit « Tiens, je vais aller acheter le package de formation de René Foinfoin qui en fait, finalement, est juste un mec qui met des pubs sur YouTube, en fait. » Et puis, moi, je pense que la grosse question à se poser, en fait, c'est fondamentalement, est-ce que YouTube vérifie, en fait, quand il publie des pubs, le contenu qui est mis en avant, parce que c'est clairement dans 90% des cas, c'est des escroqueries. Là. Non, effectivement. Puis on rappellera, il faut quand même, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en disant, ces formations-là, s'il vous vend 5 séances, il va avoir du contenu de 5 séances dans lequel il va parler de finances. Moi, ce que je veux vraiment vous questionner, c'est qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous allez vraiment devenir des traders d'options? Thomas l'a très bien dit. Au baccalauréat au Québec, on parle de finances pendant 3 ans. Et nous-mêmes ne sommes pas à l'aise à trader des options. Est-ce qu'après 5 séances, où oui, il va parler de finances, vous allez soudainement pouvoir décider de dire je m'ouvre un compte de courtage et je vais faire des trading d'options pour le restant de mes jours? Jamais de la vie. C'est exactement ça. Même après 3 ans à étudier la finance, on n'est même pas... En fait, après 3 ans, on comprend que les options, c'est un produit extrêmement précis qui est fait pour couvrir ton portefeuille. Et pas pour nous. Oui, exactement. Pas pour nous. Et là, je veux juste aborder un autre type d'option qui est extrêmement vendu dans les publicités, l'option binaire. Et là, tu sais, en fait, là, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est vous mentionner un peu tous les types d'escroqueries. Puis là, c'est... Bon, là, les gens pourraient revenir contre nous, là, les boys, à essayer de dire escroquerie. C'est pas une escroquerie, oui, les options binaires, ça existe. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent? Oui, mais en fait, une option binaire, là, on retourne aux bases, c'est binaire, 1 et 0. Donc, soit vous gagnez, soit vous perdez. En fait, c'est une loterie, en fait, tout simplement. Si vous savez jouer aux courses de chevaux ou vous faites des paris sportifs, c'est exactement le même concept, en fait. Une option binaire, souvent, c'est ça. On parie soit que ça va gagner, on appelle ça un call, ou soit que ça va perdre de l'argent. On appelle ça un put, en fait. Puis, c'est ça le but d'une option binaire. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que les sites qui vous vendent ces options binaires sont des sites extrêmement peu réglementés, parce que ça existe des options binaires entre guillemets traditionnelles qui sont émises par, encore une fois, des grandes banques d'investissement, des produits réglementés,
Mais dans notre cas, ce sont des sites qui sont basés dans des paradis fiscaux, en l'occurrence à Jersey, à Malte ou dans les autres pays qu'on a cités dans les Caraïbes la dernière fois. Ah bah c'est ça. Et tout ça, c'est de l'escroquerie, là. Je veux dire, d'ailleurs, je sais même pas si vous pouvez récupérer votre argent, votre capital que vous avez mis là-dedans. Donc soyez très vigilants aussi sur la fiabilité aussi du site. Et puis sur aussi fondamentalement aussi, est-ce que c'est digne de confiance? Parlez-en encore une fois avec votre conseiller, puis je pense qu'il va avoir peur là quand même là. Puis exactement, tu l'as bien dit. Puis en fait, avec tout ce qu'on vous a dit là en ce moment, si vous écoutez le podcast, c'est parce que vous êtes intéressé par la finance. Puis ce qu'on cherche à dire, c'est pas que la finance, vous ne ferez pas d'argent avec. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de façon magique de faire de l'argent. À chaque fois qu'on va vous présenter une façon magique, entre guillemets, parce que souvent, ils sont très, très, très convaincants. Là. Je vous l'ai dit au début, moi, je me suis fait avoir là, quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas vrai que ça existe. Mais si vous vous intéressez à les finances, et c'est une bonne chose que vous soyez sur ce podcast-là, oui, il y a moyen de justement mieux planifier puis faire en sorte que vous ayez plus d'argent plus tard dans votre vie. Et c'est une bonne chose, mais ne tombez pas dans ces pièges faciles-là. Exactement. Il y a jamais... Tu sais, la finance, on l'oublie. Ça paraît pour certains un petit peu statique comme domaine, mais c'est un domaine qui évolue constamment. Tu sais, on le répète tout le temps, questionnez-vous, lisez là-dessus. Même nous, on en apprend chaque jour sur ce qui se passe dans le domaine financier qui vont changer notre attitude envers notre gestion de nos fonds. Donc, le fait de vous dire, c'est ce package-là de 5 cours qui vont changer votre vie et vous permettre de devenir millionnaire dans 50 ans, ça n'arrivera pas, ça va pas fonctionner. Et c'est justement ce que Gab dit dans le disclaimer, là, dans la mise en garde à chaque fois. T'sais, informez-vous, prenez des sources, écoutez-nous pour avoir un petit peu, pour vous questionner. Après ça, prenez les questions puis les éléments qu'on vous soulève, puis allez lire là-dessus. Parlez-en à vos proches, parlez-en à des professionnels, lisez là-dessus. C'est la clé du succès et surtout ne tombez pas sur les chaînes Instagram où une personne semble avoir la recette clé du miracle parce qu'il a loué une Lamborghini pour un jour et une Mercedes le lendemain. Absolument. Est-ce que l'argent facile existe, les boys? Bah, je pense que la question, en fait, elle est vite répondue. Hein. Effectivement. Non, ça n'existe pas, là. L'argent facile, c'est du marketing, là. C'est impossible. Puis vous-même, est-ce que c'est facile dans la vie on travaille fort pour accumuler son argent? C'est impossible, mathématiquement. Puis soyez logique aussi. Puis encore une fois, moi je vous dis, préférez solliciter d'autres personnes, avoir un deuxième avis. Puis je suis sûr que dans ce genre de cas, souvent dans 90%, options binaires, pyramidales, formation, tous ces trucs-là, ce sont des escroqueries. Là. Dernier truc, moi je voulais parler, messieurs, là, moi qui travaille un peu dans le domaine, c'est les fameuses formations, les coachs immobiliers. Ça, il y en a de plus en plus, et ça m'exaspère, parce qu'en fait, ce sont des gens, en fait, qui vous vendent encore une fois du rêve, enfin, ça revient, c'est un peu le même concept, là. Mais ces formations en immobilier vous font croire, ah oui, vous prenez ça, vous louez, en fait, puis leur job, en fait, c'est juste vous faire louer des chambres de bonne, en fait, une fortune, puis en fait... Tout le monde peut avoir un parc immobilier, hein, selon ces formations-là. Demain, je pourrais avoir 4 blocs, 4 triplex déjà, là. Écoute, puis je pense que tu conclus le sujet de façon merveilleuse, parce que je vous ramène à 15 minutes plus tôt. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'immobilier avec la crise de 2008? C'est qu'il n'y a rien de magique avec l'immobilier. Puis ces coachs immobiliers-là et les guides immobiliers et toutes ces choses-là, ben ça creuse sur la croyance que l'immobilier, c'est un peu cette fève magique qui n'arrête pas de grandir et qu'il n'y a aucune façon de perdre. C'est pas vrai, c'est compliqué l'immobilier. Pensez à la gestion là, d'avoir un immeuble avec des gens qui vivent à l'intérieur et vous devez trouver des locataires et c'est un casse-tête. Il ne faut pas oublier, moi ce que j'aime toujours rappeler aux gens, c'est la valeur d'une propriété, et pour prendre un terme économique, c'est l'offre et la demande. La valeur ne va pas toujours monter. Je donne un exemple, j'ai lu ça cette semaine, puis on est au Canada, j'ai vu à Toronto une propriété, on dirait que c'était 4 murs de tôle, ça valait 1 million. Littéralement, c'était un 1,5. C'était un studio. Là. C'était un 1,5. Ça valait 1, quelques millions en vente actuellement. Il y a la moitié, puis à Toronto. Tout est à retaper, en fait. C'est la valeur du terrain, je pense. Exact. En fait, moi, j'ai vu ça, puis je me suis rappelé automatiquement, ça m'a fait réaliser le fait que l'immobilier, ce n'est pas un élément croissant. Je ne vais pas nécessairement acheter une propriété et sans rien faire, que ça va augmenter de valeur en dormant là-dessus pendant 5 ans. C'est comme Thomas l'a dit tout à l'heure, c'est une mentalité qui était très générationnelle
avant nous. Et malheureusement, de nos jours, ça n'existe pas. Avoir des formations là-dessus, c'est très compliqué d'avoir des locataires, c'est très compliqué de faire des gains de valeur sur nos propriétés. Et il n'y a pas de solution miracle, encore une fois, au fait de détenir des Puis moi, je peux vous parler peut-être de faits vécus. Là. J'ai déjà eu, par exemple, moi-même dans mon bureau, là, des personnes qui se sont crues en fait, que l'immobilier, c'était un investissement parfait. Puis pas plus tard que la semaine dernière, là, moi j'ai quelqu'un, ça fait 6 mois qu'elle est coincée avec un locataire qui veut pas quitter, qui est en l'occurrence un malade mental, le locataire, puis ils sont incapables de payer. Donc ça amène des risques, hein. C'est pas sans risque l'immobilier, il faut juste que vous soyez conscient effectivement que ça peut changer aussi. En tout cas, moi ce que j'ai apprécié, je trouve, messieurs, là, on pourra peut-être conclure là-dessus. J'ai trouvé que c'était un numéro un peu plus décontracté, puis en tout cas je vous remercie. Je souhaite remercier peut-être Thomas, est-ce que tu as un mot pour la fin? Oui, puis écoute, juste pour finir sur le thème de l'immobilier, je veux pas vous faire croire là, qu'il n'y a pas d'argent à faire. Je me sens hypocrite là, de finir sur les paroles de JB parce que moi je viens d'acheter à Montréal. Absolument, c'est vrai. Écoute, l'immobilier, merci, mais l'immobilier, oui, ça peut être bon. C'est comme tout produit financier, il faut prendre le temps, il faut s'informer. Moi, je me suis informé, puis je sentais que c'était bien. Je vais peut-être me tromper aussi. Non, mais on peut dire Thomas est un bon ami à nous et aussi quelqu'un de très cohérent. Et puis, quand on parlait du fait que ce n'était pas des propriétés croissantes, je peux vous le rassurer. Un jour, on fera peut-être un live de son condo. Mais je peux vous dire sur que Instagram, pour Thomas, c'était une très bonne décision, ça c'est certain. Une très belle propriété qu'il a achetée. Donc, effectivement, félicitations Thomas pour ça. Merci. Ce n'est pas le contexte qu'on parlait avec les 4 murs à Toronto pour 1,1 million. Ouais. Non, c'est ça. C'est juste pour dire qu'en fait, tu sais, l'immobilier, comme tous les sujets qu'on parle, ça peut être des bons investissements comme ça peut être des mauvais. En fait, puis le but de ce podcast-là, les gars, si j'ai bien compris, c'est informez-vous puis parlez aux bonnes personnes. Absolument. Voilà. Exact. Je trouve que c'est la meilleure conclusion en fait qu'on ait faite à date là. Absolument. En tout cas, c'était un podcast un peu plus détendu là, comme j'ai dit précédemment. Là, puis j'ai trouvé ça vraiment fun. Partagez-nous votre avis aussi, si jamais. Comme toujours, Gab, tu termines toujours en force avec qu'est-ce qu'il faut faire en écoutant le podcast pour nos fidèles. On commente, on partage, on peut mettre que ce soit les liens YouTube. Il faut pas hésiter à s'abonner, que ce soit sur Spotify, toutes les plateformes, etc. N'hésitez pas à le partager si vous avez trouvé ça intéressant à vos amis, vos parents, vos proches, etc. Exactement. Et écrivez-nous. Hein. Nous, on aime vos commentaires, on aime vos retours. On sait que le fait d'avoir une interaction, surtout avec une troisième personne, avec Thomas, surtout là, qui est le collaborateur récurrent, si on peut dire présentement, là, c'est très apprécié. Donc, n'hésitez pas à commenter. Nous, comme je disais, on veut l'ajuster. On vous l'a dit, le but du podcast est simple. On veut continuer à parler de finances comme on le faisait dans les dernières années, mais vous inclure là-dedans. Et puis, encore une fois, comme Gab, Thomas et moi, on peut avoir un objectif ou certaines décisions qu'on veut prendre là-dessus. On veut également avoir votre avis. C'est votre podcast. On veut vous inviter à vous joindre à nous. Et merci les gars. Merci à l'auditoire. C'était un plaisir encore. Merci Thomas, puis on vous souhaite une belle semaine. Oui, bonne semaine. Salut. Ciao.